toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue, on va passer ensemble 3 quarts d'heure. On m'a demandé de faire un petit peu plus court que initialement imparti, puisque nous serons suivis ensuite par les acteurs qui vont occuper la scène. D'ici là, on va tenter de vous divertir et on va tenter de s'amuser un petit peu ensemble en tentant de répondre à cette question qui est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de Christophe Hénin, que vous connaissez maintenant ici, puisqu'il est l'un des piliers, des illustrateurs présents à QC depuis maintenant de longues années. Et donc la question à laquelle on va tenter de répondre là aujourd'hui ensemble, c'est est-ce que les super-héros français existent? Voilà, c'est une question. Elle est ouverte, et de quelle manière va-t-on y répondre? Tout simplement en commençant par ça, parce que quand on parle super-héros, en général, on a affaire à des personnages que l'on connaît tous un petit peu. Ils sont bien marketés aujourd'hui par les différentes sociétés de divertissement qui existent, que sont Disney et Warner par exemple. On parle, pour ceux que vous connaissez peut-être déjà ici et que vous voyez du fantôme, appelé le fantôme du Bengale en France, Doc Savage, qui est un peu un proto-super-héros créé dans les romans par Kenneth Robson. Le troisième déguisé en chauve-souris, je vous fais pas l'affront de vous dire qui c'est, je crois que vous le connaissez tous un petit peu, c'est Batman. Et puis c'est l'occasion de saluer l'un des grands illustrateurs de Batman qui a disparu maintenant il y a 2 jours, qui s'appelle Neil Adams. Donc c'est un grand coup de chapeau à ce grand monsieur de la bande dessinée américaine de super-héros et de la bande dessinée mondiale au sens large, qui vient de disparaître à l'âge de 81 ans. Donc coup de chapeau à monsieur Adams. Et puis le petit copain de Batman à côté, vous le connaissez aussi, c'est Superman, c'est le mec qui met son slip au-dessus de son pantalon et qui porte une cape. Spider-Man et Wonder Woman, voilà, tout ça c'est des choses qu'on connaît. Et on a tendance en fait à partir de là à penser que le genre super-héros est entièrement réservé, je dirais, de manière presque exclusive à la bande dessinée américaine, et ce depuis les années 30, puisque c'est la date de création justement et d'apparition de personnages comme le fantôme. Batman et Superman sont également apparus au cours de la fin des années 30, à l'occasion notamment de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas ici de faire un florilège justement de ce qu'on connaît déjà et des super-héros américains, mais au contraire d'aller s'interroger sur ce qu'il en est de ces personnages-là. Alors, je pourrais débuter simplement en faisant un petit quiz, parce que effectivement c'était facile de reconnaître Batman, Wonder Woman, Spider-Man et autres. Mais est-ce que quelqu'un dans la salle en fait a une petite idée de qui pourraient être ces personnages qui sont représentés ici? Alors c'est pas trop... Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que ce mini quiz qui nous concerne tous soit un petit peu plus simple en mettant l'initiale en fait de ces personnages-là. Est-ce que quelqu'un a une idée de qui est le personnage, par exemple en haut à gauche là? Non? Alors, on va commencer par le premier, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va découvrir pourquoi justement. Le premier c'est Fulguros, voilà, Supermonde super-héros, français. Le deuxième avec un J, une petite idée, non? Judex, voilà, encore un deuxième, effectivement. Le troisième, avec ses grosses lunettes là, le Nyctalope, absolument, ouais. Bon, c'est pas ça comme nom d'ailleurs, c'est juste un mec qui voit la nuit. Le quatrième, dans la première rangée, qui commence par un A, qui porte fièrement sur son torse bleu, c'est Atomas. Ensuite, la jeune demoiselle, là, que l'on aperçoit en bas à gauche, une petite idée encore? Vous l'avez croisée quelque part des fois? Alors, ses initiales, et l'apostrophe avec un O, c'est Loisel, en fait. Étonnant, oui, mais ça c'est des personnages qui existent quand même et qui ont bien existé. Et puis on finit en fait en bas à droite avec un autre personnage, FE, pour Félifax, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc voilà, on a l'exemple type ici du fait que, les super-héros existent, mais que la grande aventure des super-héros, même si on connaît bien les super-héros américains, en réalité elle a débuté ailleurs, elle a justement débuté en France, dans un certain nombre de supports, on va le voir ensemble. Et la vraie raison et la vraie question finalement qui se pose, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas tous ces personnages qui sont franco-français? Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu pour la plupart, ou du moins pourquoi est-ce qu'ils ont été oubliés par l'histoire? Pour cela, en fait, on va très vite constater, quand on creuse un peu la question, que nos super-héros, à nous, français, entre guillemets, sont nés dans les feuilletons qui étaient égrenés dans les journaux, dans les romans de Katsu, les romans vendus
pas très cher, dans les BD et même dans quelques films qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et ben on va parcourir un petit peu cette aventure rapidement des super-héros français en parlant d'abord des précurseurs, ce que j'ai appelé tout à l'heure les proto-super-héros américains, c'est-à-dire des personnages qui ressemblent à des super-héros mais qui sont en être véritablement. On va parler des premiers vrais super-héros français. On parlera ensuite des survivants, ceux qui ont passé le cap un petit peu de la Seconde Guerre mondiale et qu'on continue à voir. On parlera des super-héros français parodiques, parce qu'il y en a aussi. Alors, le plus connu, hein, je vous le dis déjà, mais vous savez, c'est Super Dupont, bien sûr. On parlera aussi d'une phase qui est une phase de renaissance, puis on parlera du vrai renouveau qu'a connu le genre maintenant depuis quelques courtes décennies, et c'est notamment la raison de la présence de Christophe ici, puisqu'on vous parlera un petit peu, on n'est jamais si bien servi par soi-même, du garde républicain que j'ai le plaisir d'animer avec Chris depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà. Alors les fameux précurseurs, pourquoi je parle de précurseurs? Parce que quand on commence à un petit peu observer le fond de notre histoire littéraire, littéraire populaire justement, il y a un certain nombre de personnages qui répondent un petit peu à la définition de ce qu'est un super-héros. Parce que c'est un super-héros, c'est un mec qui tente de faire le bien, qui souvent a une identité secrète, éventuellement un costume, même si c'est pas toujours le cas, et puis tu vas vivre des aventures un petit peu extraordinaires. Et bien le tout premier, historiquement, si on veut dire, c'est Rodolphe, un des personnages principaux d'un roman de Eugène Sue qui s'appelle Les Mystères de Paris. Et on découvre que ce Rodolphe, qui est un mec de la haute, va changer un petit peu d'identité pour aller se confronter à la réalité sociale et devenir effectivement un personnage qui va se transformer pour essayer de faire le bien un petit peu ailleurs. Dès 1844, donc on parle déjà du milieu, on est seulement en fait au milieu du 19e siècle. On peut considérer que le comte de Monte Cristo est un petit peu, avec sa renaissance, une manière d'être un super-héros, puisqu'il va changer d'identité après avoir été incarcéré, il se libère et revient se venger, entre guillemets, mais va aussi faire le bien grâce à la fortune dont il dispose. Ça fait un peu penser à Bruce Wayne, quoi. Rocambole, qui a donné d'ailleurs naissance à l'adjectif rocambolesque, eh bien c'est un roman, en l'occurrence, qui date de 1857. Là aussi, on a l'histoire d'un personnage qui vit des aventures extraordinaires et qui sort de sa condition initiale pour aller faire le bien. D'autres proto-super-héros, entre guillemets, qu'on peut imaginer, le capitaine Nemo, le personnage principal de 20 milieux sous la mer, par exemple, de Jules Verne, c'est typiquement le genre de personnage qui dispose d'une identité presque secrète. Il a des pouvoirs, qui sont des pouvoirs liés à son sous-marin et à toute la science qu'il met à sa disposition. Et puis on va tordre un petit peu le cou aussi à la réalité en parlant de presque des Misérables. Et pourquoi parler des Misérables en 1862 de Victor Hugo? Parce qu'au cœur des Misérables, il y a un personnage principal qui s'appelle Jean Valjean. Et Jean Valjean, ces fameux exploits de Jean Valjean, font un peu penser à Superman. Et il y a d'ailleurs une image qui est assez frappante et que je me suis permis de reproduire ici. Si vous connaissez les différentes adaptations, notamment filmées ou télévisées des Misérables, on voit Jean Valjean qui soulève à un moment donné une charrette. C'est extraordinaire pour un mec qui est seul, comme ça, qui a une force extraordinaire. Et puis le petit clin d'œil qu'on a avec la couverture d'Action Comics numéro 1, c'est-à-dire là où est apparu Superman, en 1900, à la fin des années 30, on voit un Superman qui soulève une charrette, entre guillemets, c'est une voiture, mais quelque part le parallèle est assez étonnant. En fait, on a Jean Valjean qui est un peu notre proto-super-héros qui soulève des charrettes, et c'est comme ça d'ailleurs que le commissaire Javert le reconnaît, et son secret a été vanté. Eh bien, notre ami Superman, venu de Krypton, lui, il soulève des bagnoles, et il y a un petit parallèle assez rigolo à voir là-dedans. Donc une espèce de colosse très musclé, et qui, bien sûr, est là pour sauver Cosette et faire le bien. Au-delà de ces proto-super-héros, entre guillemets, il y a les tout premiers super-héros Frenchy, les super-héros français. Donc je reviens rapidement sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Loisel, qui date du tout début du XXe siècle. D'accord, c'était un roman écrit par René d'Anjou. Alors René avec un « et », mais en réalité c'était une René et eux. C'était une dame qui a écrit ça, et qui mettait en scène une des premières super-héroïnes qui connaît des nouvelles aventures aujourd'hui, parce qu'elle est reprise, elle est tombée dans le domaine public, elle est reprise sous le nom de Lady Bird, dans le cadre d'un comics de super-héros aux États-Unis, animé par un Français qui s'appelle Fabrice Sapolsky, qui est un copain et qui est aussi à la tête du magazine Comic Box, pour la petite histoire. Donc quelqu'un qui connaît bien son histoire des super-héros et qui a repris les aventures de Loisel. Le Nyctalope, on en a parlé, une série de romans de Jean Delalire en 1911, qui a été un petit peu oublié parce que notre ami Jean Delalire avait des accointances avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un mec un peu d'extrême droite, donc on a un peu eu tendance à oublier aussi son œuvre au passage. Fascinax, voilà un nom qui est super facile et à prononcer, effectivement, il se fait un peu désolé pour un super-héros.
Et c'était un type qui hypnotisait effectivement dès 1921 ses ennemis. Donc on est déjà dans la logique des tout premiers super-héros, des gens qui ont des pouvoirs un peu extraordinaires. Et puis de Félifax, qui est l'homme tigre, qui est un homme capable de se transformer en tigre. Voilà, on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais lui aussi, qui date de la toute fin des années 20. Bref, on a d'ores et déjà un petit panel, et je ne vais pas aller les chercher tous, hein, d'accord, de personnages qui répondent à ce que sont les super-héros. Et puis dans le même registre, et il est d'ailleurs dans la salle, je vais juste lui demander de se lever un instant, hein, puisqu'on a Fantomas qui est avec nous, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là, derrière, d'accord. Voilà, comme l'adaptation effectivement cinématographique avec Jean Marais d'un côté et Louis de Funès de l'autre, mais Fantomas, à défaut d'être un super-héros, c'était plutôt un super-vilain, d'accord, c'est le prototype du super-vilain par essence. Il date de 1941 et qui est beaucoup plus connu d'ailleurs que le roman d'origine, puisqu'il est beaucoup plus connu à travers les adaptations cinématographiques que l'on aime bien maintenant revoir, avec ce petit côté désuet et ce petit commissaire énervé qui tente de le mettre en prison. Un autre personnage de super-héros français qui porterait aujourd'hui difficilement son nom, c'est bizarre, hein, avec les époques ça évolue, mais Homo le robot, bah oui, c'est un personnage qui est un robot en fait, un petit peu humain, et qui est apparu cette fois-ci en bande dessinée, on le voit avec la reproduction d'une planche ici, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Fantax est un des autres personnages qui est peut-être un peu plus connu en fait aujourd'hui par les amateurs, parce que le descendant de Fantax, du créateur de Fantax, qui s'appelait Schott, en fait, a décidé il y a quelques années de rééditer l'intégralité des aventures de ce personnage qui a connu quelques mésaventures avec la censure. Pourquoi? Parce que Fantax était un personnage éminemment violent, qui n'hésitait pas à torturer ses ennemis pour avoir la vérité. Bref, un Batman avant l'heure, on va dire. Entre un Batman et un Punisher, pour faire très simple. Fulguros, c'est un autre personnage français également apparu en 1946. À Thomas, qu'on évoquait tout à l'heure, en 1946 également. Bref, enfin, quand on regarde un petit peu plus près, finalement, on n'a pas à rougir effectivement de ce qui existe en termes de culture ou de pop culture super-héroïque française par rapport à ce qu'ont créé nos amis américains. Et la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas de savoir qui a tiré le premier, en fait, hein, qui a inventé vraiment le genre. Finalement, il y a une influence croisée qui s'opère entre les créations faites aux États-Unis puis celles qui sont faites en France. Et on obtient quand même un bouillon de culture assez extraordinaire. Yes? Oh, je sais pas, ça devait être dans le délire de l'époque, en fait. Voilà, Axe, ça faisait super méchant, en fait, peut-être, ou super intéressant, voilà, ça claquait dans les oreilles des gens. Alors, on peut constater surtout, à travers ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand il y a eu ce premier mini-quiz en ouverture de cette rencontre, que très peu de personnes finalement connaissent ces personnages-là, ou alors il faut vraiment s'intéresser au sujet pour aller creuser et puis découvrir des personnages. Et est-ce qu'on fait face à une vraie disparition? Pas totalement en réalité, il y en a quelques-uns qui sont parvenus à survivre, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il y a Superboy, créé par Molinari, et qui a fait l'objet de centaines de numéros en petit format noir et blanc, où on avait un personnage qui n'a rien à voir avec le Superboy de chez DC Comics, hein, c'est pas Superman jeune, mais c'est un personnage, comme on le voit, qui porte une cape jaune, un costume rouge, et puis des espèces de jetpack qui lui permettent de voler, de se déplacer. Il y a un beau casque de moto, et bien sûr c'est un vrai super-héros quand même, il est complètement 100% français. On peut penser à Fantomette aussi, mine de rien, hein, c'est une jeune enquêtrice, alors c'est très gentil, Fantomette, c'est gentil, c'est un peu Martine à la plage, j'ai fait des enquêtes, hein, mais Fantomette c'est de 61, ça date du début des années 60, et c'était un personnage qui s'habillait, avait une identité secrète, parvenait à résoudre des affaires, et en fait faisait le bien autour d'elle, donc c'est un super-héroïne en quelque sorte. Il y a eu des adaptations d'ailleurs aussi de télé. On l'évoquait tout à l'heure avec le domaine de la parodie, mais oui, en 1972, on a Loeb et Gottlieb, ainsi qu'Alexis, qui mettent en scène Super Dupont, enfin, reclin d'œil à Neil Adams d'ailleurs, puisque Neil Adams a réalisé un épisode de Super Dupont qui est absolument extraordinaire, comme quoi on peut être un grand monsieur des comics américains, puis s'amuser à jouer avec Captain Camembert, quoi, et c'est ce qui s'est passé pour Super Dupont, voilà. 75, dans les pages de Pif Gadget, on a Super Matou qui apparaît, donc cette fois-ci une BD complètement parodique, humoristique, avec un super-héros félin, voilà, de Poirier. Et puis ça perdure jusqu'à ce jour, hein, puisque notre Captain Biceps, créé par Zep, et Thébault, c'est aujourd'hui une valeur sûre de la parodie et de la parodie super-héroïque. Imbattable plus récemment dans un registre extraordinaire en termes de narration. Je vous recommande vraiment cette série sortie chez Dupuis, où c'est un super-héros en fait qui se bat contre les cases dans lesquelles il se déplace en termes de bande dessinée. C'est magique, c'est super bien fait. Donc bravo à ça. Et puis
Ça, c'est un petit clin d'œil, Cockman et Poussin, un copain qui habite près de Lyon, qui s'appelle Cyril Munaro et qui a créé une parodie. On reconnaît un petit peu les prototypes que sont Batman et Robin ici, avec son Cockman et Poussin, et qu'il arrive des choses extraordinaires. Voilà. Mais comme quoi, la dimension parodique, elle est pas loin de s'étendre, parce qu'on est en France et qu'on aime bien effectivement se fiche des choses. Yes? Il y a Capitaine Super Slip. Capitaine Super Slip. Ah oui, absolument. Ouais. Alors, honnêtement, on aurait pu passer 2h30 et faire du name dropping avec tous les personnages qui existent. Je me suis permis d'en choisir quelques-uns pour que ça illustre en fait le propos et puis qu'on avance aussi un petit peu, quoi. Autre phase tout à l'heure évoquée dans la présentation de cette rencontre, en fait, la Renaissance, et qu'on peut situer, que je me suis permis de situer finalement à la fin des années 70-80, chez Lug, aux éditions Lug, les éditions lyonnaises, d'accord, qui sont les éditeurs des mythiques fantasques d'abord, Marvel ensuite, puis Strange, Titan, Nova, Special Strange, qui voyaient l'apparition en France des super-héros Marvel. Mais il faut savoir que parallèlement à ça, c'est les éditions Lug, et on le sait un petit peu moins, travaillaient sur des personnages également super-héroïques pour un certain nombre, mais publiés en noir et blanc dans les pages de petits formats, genre Futura, Cabure ou en plus. Et on a vu apparaître des personnages comme Omicron, qui ressemble beaucoup à Green Lantern, Jeff Sullivan, l'homme des reins, le gladiateur de bronze. Alors, ils aimaient bien les reins, le bronze, l'acier, enfin c'était marrant. Et puis Phoenix, qui est une espèce de Black Widow avant l'heure, entre guillemets. Voilà, ça c'était issu des éditions Lug, effectivement. Alors, difficile de parler des éditions Lug sans aussi faire un grand clin d'œil à une des personnes qui a permis effectivement de rendre les super-héros vivants, qui est M. Jean Frisano, et son fils Thomas, qui fut un des invités qu'on a eu ici sur QC il y a maintenant quelques années, et qui a rendu les super-héros et les personnages super-héroïques vivants à travers une série de couvertures peintes qui était absolument magnifique et qui ornait les revues, les éditions Lux, Strange, Titan, Novel, Marvel et autres. D'accord? Donc là, c'était juste un petit clin d'œil. Cette renaissance, je l'évoquais tout à l'heure, avec donc l'homme des reins, le gladiateur de bronze, Wampus, qui est un monstre venu de l'espace, Phoenix, qui ressemble beaucoup effectivement à la Black Widow, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis cette renaissance, elle se poursuit aussi à travers, et là on rejoint un petit peu le côté un peu Frenchy, mais dans Télé Junior, pour les plus anciens d'entre vous, on peut se souvenir qu'il y avait des aventures, notamment de Spider-Man, des Fantastic Four, de Captain America, Namor ou Hulk, et qui étaient dessinés par des auteurs français. Gérald Forton en particulier, qui était le créateur de Teddy Tale, qui a travaillé sur Bob Moran, a dessiné dans chaque numéro quasiment de Télé Junior les aventures des super-héros Marvel, mais c'était un bien français qui dessinait ça. Et il y a également eu Yves Chantreau, qui était quelqu'un qui travaillait pour les éditions Lug et qui a réalisé d'excellents épisodes des Fantastiques. Tout ça, ce sont des Français qui venaient travailler sur des licences américaines. Et puis parallèlement à ça, un autre super-héros créé par un Français, par Jean Olivier, qui est le créateur de Dr Justice et qui animait et qui a créé Sunny Sun, qui était un extraterrestre avec des pouvoirs élémentaux, dans lequel apparaît une revue, un petit pocket noir et blanc, dans lequel était publié aussi un autre super-héros, mais anglais cette fois-ci, qui s'appelle le Léopard de Lime Street. Bon, tout ça date de la fin des années 70, jusqu'à vraiment la renaissance aussi, cette fois-ci du phénomène super-héros, sous l'impulsion de deux auteurs particulièrement, qui sont Jean-Yves Mitton, qui signait John Milton, et Ciro Tota, qui signait Cyrus Tota, et qui tous les deux, dans les pages de Mustang version super-héros, ont créé peut-être les deux personnages qui sont les plus connus un petit peu aujourd'hui dans ce registre-là. C'est en l'occurrence Micros et Photonic, voilà, avec d'autres séries qui suivront après. Sachant que Jean-Yves, quelques mois avant de créer Micros, avait réalisé 2 épisodes du Surfeur d'Argent dans les pages de Nova, et qui n'ont pour l'instant jamais été réédités parce que Marvel ne veut pas en entendre parler, en gros, c'est ça. Donc cette renaissance, voilà, dans Mustang, elle a permis aussi à cette série d'être ensuite rééditée. Moi j'ai eu le plaisir de rééditer à la fois chez Semic, il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, des pages de Photonic, et puis Micros en archive repris également chez Delcourt il y a quelques années. Un autre personnage, ça me permet de reparler aussi de Jean-Yves Mitton d'un côté, de Thomas Frisano qui avait signé une très belle couverture, l'Archer Blanc, qui a été créé par François Corteggiani, le scénariste notamment de Blueberry, avec Jean-Yves Mitton au dessin. Et tout ça c'était apparu dans le journal de Mickey, et puis ça a été réédité en album ensuite. Et là voilà, on commençait à comprendre qu'il y avait quelques personnages de super-héros qui pouvaient vivre en étant animés par des auteurs français, quoi. Ça a un petit peu végété pendant encore quelques années. Il y a eu un petit creux dans les années 90, et puis au début des années 2000, là, je sais pas, il y a une nouvelle génération peut-être qui est arrivée, et puis
Petit clin d'œil au copain Hubert Mounier, alias Clé de Boris, le chanteur de l'affaire du trio, qui a créé l'Apache dans le temps d'un récit dans Fantasque, quand on était chez Sémic. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion avec Hubert de poursuivre l'aventure parce que c'était un personnage vraiment très intéressant qu'il avait créé. Et Hubert était un fan de BD et un fan de BD populaire, et ça se sentait là-dedans, un fan de Zampla par exemple, pour ceux qui s'intéressent. Et puis en 2008, Xavier d'Horizon et Enrique Breccia, le fils du grand Breccia, créent les Sentinelles. Alors il faut savoir que le Sentinelle, c'était un projet initialement qui avait été présenté à Marvel pour faire un Iron Man en fait, mais un Iron Man noir ou un What If Iron Man, que Marvel n'a pas accepté. Enfin, c'est pas grave, hein, c'était pour leur perte, et nous ça nous a permis de connaître cette série qui s'appelle Les Sentinelles et qui nous permet de suivre effectivement quelque part un personnage dont le destin ressemble à celui de Tony Stark, mais cette fois-ci dans un contexte purement de Première Guerre mondiale. Vraiment une série que je vous conseille d'aller voir. HeroCorp aussi, à la télévision cette fois-ci, hein, sous l'impulsion de Simon Astier, le frère de l'autre, et qui avec plusieurs saisons, entre la parodie et les versions purement françaises de super-héros, nous a amené HeroCorp, et il y a eu aussi des adaptations en bande dessinée d'HeroCorp derrière. Ce renouveau dans les années 2000, on le suit à travers aussi quelques séries, quelques tentatives de gestion de ces univers de super-héros, mais cette fois-ci en format album franco-belge. Ça a été Vigilante, Vigilante, pardon, à la française, en 2011 par Jean-Charles Baudin, puis Nirvana avec Jean-Luc Quistin et Arnaud Boudoiron. Et puis notre pote Laurent Lefebvre qui en 2012 nous gratifie de la création de Foxboy, son petit garçon renard, qui continue à vivre de belles aventures aujourd'hui, qui est un bel exemple effectivement de ce qu'on peut faire avec du super-héros à la sauce française, à la sauce crêpe comme il le dit, puisque c'est un super-héros rennais, vraiment ancré en Bretagne. Pierre Mine qui crée le Patrouilleur aussi, qui est un petit peu un Captain America français. Et puis je ne peux pas parler de super-héros français sans évoquer le travail extraordinaire de ce scénariste qui est Serge Lehmann, qui est aussi un romancier, et qui est allé créer la Brigade Chimérique d'un côté, et qui est une espèce c'est une série qui se veut en train de revenir sur des vieux personnages pour les faire revivre effectivement aujourd'hui, puisque c'est beaucoup de personnages qui sont libres de droit et qu'on voit réapparaître dans cette Brigade Chimérique. L'œil de la nuit, qui est une reprise masquée du Nyctalope, mais on est vraiment sur le même personnage. Pourquoi ça ne s'est pas appelé Nyctalope? Tout simplement parce que les héritiers de Jean de la Hire n'ont pas souhaité que ce soit Nyctalope qui soit repris, ou du moins ont posé quelques difficultés. Donc, alors on a raconté la même histoire sous un autre titre. Et dans le même univers que la Brigade Chimérique, Masqué, une série de 4 albums également, dessinés par Stéphane Créti, et on crée pour la plupart des albums par Julien Hugo Norbert, 2 auteurs précédemment ici passés à QC et qui ont également travaillé sur Star Wars. Yes? Non, pas du tout. Encore une fois, c'est une question de sélection en fait qu'il faut faire. Et puis, ils répondent peut-être un peu moins aux critères purs de ce qu'on entend par un super-héros. Il n'y a pas le côté masqué, identité secrète ou autre qui interviennent dans ces séries-là. Même si, bien sûr, ce sont des personnages, je suis d'accord avec toi, qui portent des pouvoirs et vont faire des choses absolument extraordinaires. Donc oui, on est d'accord. Maintenant, là, je reste dans un registre qui se veut beaucoup plus super-héroïque que celui de la SF pure, quoi. Maintenant, on l'a vu hier, pour ceux qui étaient présents, la SF et les super-héros flirtent facilement ensemble, d'accord? Ça fait partie des choses, ne serait-ce qu'avec Invincible, où le space opéra et la SF sont très très présents dans une série qui pourtant est une série essentiellement super-héroïque. Miss Deepplane de l'ami Stéphane Louis en 2013, je passe assez rapidement, mais c'est une manière de faire des clins d'œil à chaque fois aux copains avec lesquels on collabore souvent. Oplitea de Laurent Artaud et Marty, Patrice Martinez. Centaur Chronicles en 2016, qui est une série d'albums en fait qui utilise des personnages américains libres de droit, mais sur lesquels des auteurs français vont travailler, notamment Jean-Marie Minguez. Et puis on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Fantax, oui, qui a connu une vraie renaissance, puisque l'album s'appelle lui-même Fantax Renaissance, voilà, sur lequel on a eu le plaisir de travailler, collaborer ensemble avec Christophe, et qui nous a permis de retrouver aussi Jean-Yves Mouton, François Cortegiani, et pas mal de personnes en fait qui donnaient des nouvelles aventures en fait à Fantax, dans un album qui est disponible sur notre stand à la vente.
Ce renouveau, il est passé aussi par tout un univers qu'on appelle l'univers Hexagone, et vous voyez arriver tranquillement vers le garde républicain. Bah oui. Tous ces personnages, en fait, étaient des personnages qui étaient exploités au cours des années 50, 60, 70, à l'arrière, en tant que deuxième histoire de pocket, de petit format noir et blanc, mais qui n'avaient pas forcément les faveurs des couvertures ou autres. Et on a décidé au début des années 2000 avec un collaborateur qui s'appelle Jean-Marc L'Officier. Alors c'est un nom qui peut parler peut-être aux gens qui s'intéressent aux comics américains, parce que Jean-Marc L'Officier a été d'une part l'agent de Möbius aux États-Unis à une époque, et c'est aussi lui qui avait créé Star Watcher, la société qui gérait les droits de Möbius aux États-Unis. Il a été scénariste et co-scénariste de beaucoup de séries américaines, en compagnie de Roy Thomas notamment. A travaillé sur Arax, sur Doctor Strange. Il est d'ailleurs crédité dans la série, dans les films Doctor Strange, dans Loki. Voilà, il est concepteur de beaucoup de séries. Et avec Jean-Marc, on a décidé au début des années 2000 de rendre le droit de ces personnages-là aux auteurs. Voilà, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier effectivement des droits des auteurs, et on les a incorporés dans un univers commun qu'on a appelé l'univers Hexagone. Le Garde républicain, qu'on anime notamment avec Christophe, fait partie de cet univers Hexagone, hein, tout simplement. On avait commencé à travailler avec Strangers, puis Strangers Universe qui a vu l'apparition en 2012 du Garde, une première version du Garde. Et puis ça nous a permis de continuer ensuite. Alors, je boucle la boucle en ce qui concerne le Garde, parce que finalement, la vraie naissance du Garde, elle remonte finalement à 1980. Moi j'étais adolescent, et il y avait un concours de dessin organisé dans Mustang. Alors Mustang, on en parlait tout à l'heure, c'est là où sont apparus Micros et Photonics. Et puis il y avait c'est l'émotion. Il y avait ce concours de super-héros, et moi à l'époque j'avais envoyé un dessin du tout premier Garde républicain qu'on aperçoit ici. Le beau du dessin complètement pourri là, c'est moi qui l'ai fait quand j'avais 15 ans. Voilà. Et ça c'était l'origine du Garde au départ. Il y a maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai décidé de dépoussiérer le concept, c'est le moins qu'on puisse dire, de retravailler différemment, et puis surtout de m'associer avec des gens qui dessinaient beaucoup mieux que moi. Et ça c'est le cas notamment avec Christophe, et puis l'aventure a été lancée avec une aventure qui dure depuis 10 ans maintenant. Alors Christophe, justement, parle-nous un petit peu de toi et de la manière dont ça a débuté cette collaboration sur le Garde. Bonjour à tous. Effectivement, le Garde, il est né ici. Enfin, notre collaboration est née ici il y a 11 ans maintenant. Parce que Philippe Grenier, qui est un des héritiers d'origine, m'avait dit tiens, on fait une petite convention sympa sur QC. Puis tu verras, il y a M. Mornay qui pourra peut-être regarder ton book. Donc voilà, je suis venu, je lui ai montré mon book. Et puis, ouais, il m'a dit tiens, c'est pas mal, tu voudrais pas faire peut-être une illustration du Garde? Donc voilà, moi je lui ai demandé quel était le design à réaliser. Et il m'a simplement dit qu'il faut respecter quelques critères. Il faut qu'il y ait un costume avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge, une crête et un ton phare. Donc moi j'ai voulu faire les choses bien, donc j'ai fait une trentaine de designs à peu près. Et c'est là que tu en as vu un, tu m'as dit non, on va pas faire une illustration, on va faire plutôt un récit d'une vingtaine de pages. Et puis là maintenant on en est au 6e. Voilà. Donc ouais, QC, on doit quand même beaucoup de choses à QC, puisque tout a commencé ici. Et puis voilà, c'est aussi une histoire d'amitié avec Thierry, donc voilà, on continue ça, et voilà, on a quelques surprises aussi qui vont venir. Oui, parce qu'effectivement, au-delà de la collaboration avec Christophe, qui va se poursuivre, et qu'il y avait déjà des idées de récits en cours et en développement, ce projet a pris un petit peu d'ampleur aujourd'hui, en dépit du fait qu'il soit auto-édité, donc pas distribué en librairie, mais ça je m'en fiche un petit peu. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un vrai travail à côté, et qui m'occupe quand même beaucoup. En étant éditeur de comics chez Delcourt, ça me laisse finalement assez peu de temps libre pour continuer à développer ça, mais bon, sur l'espace je dirais d'une dizaine d'années, on a quand même réussi à sortir une bonne trentaine de fascicules racontant les histoires du Garde, entre la version standard, la version régulière et puis les hors-séries, avec des collaborations assez extraordinaires, notamment avec Jean-Yves Mitton. Donc là, c'était une manière de boucler la boucle avec l'un des papes du comics français. Et puis, de par mon job, la possibilité de rencontrer et de côtoyer des auteurs de renom américain ou français, et ça permet d'avoir par exemple
des extraordinaires couvertures qui sont signées là dans l'ordre. Frank Cho sur la gauche, Thomas Durello, l'un des invités il y a quelques années de QC, Stéphane Roux, David Lafuente ou encore Christophe Alves, dessinateur à l'heure actuelle des aventures d'Alix. Et puis, non pas d'Alix, pardon, de Lefranc, autant pour moi. Avec François Corteggiani. Avec François Corteggiani encore, on retrouve toujours les mêmes en fait. Et sur la droite, Olivier Vatine, par exemple, qui a signé cette superbe illustration. C'est le cas d'Eric Powell également, donc des grands noms de la BD américaine finalement qui viennent faire une petite caméo, une petite apparition sur le Garde, donc c'est très très satisfaisant. Je vais pas, encore une fois, là on retrouve Jean-Yves Vuitton, on retrouve Gilles Formosa, qui est le dessinateur à l'heure actuelle de Bugdani. Mario Guevara, et puis au scénario un certain Roy Thomas sur Les Partisans. Ah ouais, quand on a la chance de travailler avec un des mecs qui a été rédacteur en chef de Marvel à une époque, qui a animé, qui a créé quelque part la Guerre des Étoiles aussi en bande dessinée, puisque c'est lui l'auteur des premiers épisodes, la dizaine de premiers épisodes de Star Wars chez Marvel à la fin des années 70, les Avengers, de Conan, ce genre de choses. On refuse pas quoi. Quand le mec il a envie de travailler sur Les Partisans, quitte le groupe auquel appartient le Garde au cours de la Seconde Guerre mondiale, on lui dit banco, vas-y quoi, Laurent, fais-toi plaisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour notre plus grand plaisir. Donc ça a été extraordinaire. Puis ça, je voulais vous dévoiler quelque chose d'un petit peu inédit et des petites surprises, des belles choses que vous verrez arriver prochainement. Ça, c'est des illustrations de couverture à venir, pas forcément finalisées parce qu'elles ne sont pas colorisées. Allez, d'un côté, on va les faire. C'est un petit peu de name dropping, mais alors je me fais super plaisir parce que c'est des copains et des stars en même temps. On a Tony Moore ici, qui est le créateur de Walking Dead, voilà, qui a fait cette illustration à gauche, qui servira de couverture. Au milieu, on a Doug Wheatley, chapeau aussi à l'un des invités de QC il y a maintenant quelques années, dessinateur de Dark Times notamment, la série Dark Times. Et sur la droite, Paul Renaud, copain français qui travaille beaucoup pour Marvel notamment. Voilà, des magnifiques illustrations qui viendront orner en fait des prochains numéros du Garde. Je voulais vous parler aussi un peu de l'actualité. L'actualité, elle est certes une actualité de divertissement, mais le Garde, c'est aussi un projet qui permet de porter des projets caritatifs. C'est ce qu'on a fait très récemment avec Captain Ukraine, qui est un album qui vient de sortir, qui malheureusement est épuisé sur le stand, donc j'en suis plutôt ravi. La raison, c'est que c'est un petit album qu'on a généré avec Jean-Marc Leffissier il y a maintenant un projet qui a démarré il y a 2 mois et dont l'intégralité des profits va à la Croix-Rouge ukrainienne pour venir en aide directement à des personnes qui sont sur site de guerre là-bas. Le joli petit dessin en noir et blanc que vous voyez au milieu ici, c'est juste une couverture à venir qui est signée d'un monsieur qu'on connaît un petit peu quand on s'intéresse aux comics, puisque c'est Mike Mignola. Le créateur de Hellboy et qui m'a fait l'honneur de travailler sur une illustration du Garde et que vous verrez bientôt une fois mise en couleur prochainement sur ce projet. Donc quelque part un projet qui est né ici à QC, qui existe maintenant depuis 10 ans, puis qui prend de l'ampleur petit à petit et j'en suis positivement ravi, quoi, c'est le mieux qu'on puisse dire. Et puis là, en avant-première, même si elle ne sera pas exactement sous cette forme-là, la couverture du numéro 17 du Garde, qui est en préparation par Giuseppe Manunta, avec qui on a fait un récit situé dans le Paris de la fin du 19e et début du 20e siècle, au moment où la Tour Eiffel était construite. C'est superbe, magnifique ce qu'il a fait. Et on va retrouver le Garde un petit peu opposé, je dirais, à Jack l'Éventreur, à Mr. Hyde, à tous ces personnages un petit peu de la littérature victorienne. Donc là aussi, c'est du gros kiff, quoi. Et enfin, c'est une belle photo. Tu vas en parler, Christophe, un peu? C'est une belle concrétisation, c'est un travail d'équipe. Et puis, voilà, on passe à une autre dimension. On va peut-être pouvoir la montrer maintenant. On va vous montrer la vraie, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle existe. Et puis, je voudrais au passage vous présenter 2 personnes qui ont été instrumentales dans la réalisation de ce premier exemplaire, ce premier prototype d'une magnifique statuette du Garde version Christophe Hénin, donc la version années 70 du Garde. D'abord, il est derrière là-bas, il est en train de prendre des photos, c'est Philippe Marcer qui a travaillé aussi à initier le projet en traditionnel, puis un projet qui a été repris de main de maître par Marc, que vous voyez ici, qui vient de déposer la statuette, et qui travaille dans ce registre-là. Merci pour eux, parce que c'est bien pour le travail. Alors je peux pas nier que lorsqu'on a découvert hier, parce que Marc est un gros cachotier, et il avait planqué ça, et en fait il nous les a sortis hier.
J'ai eu du mal à pas écraser une larme parce que ça fait super plaisir, honnêtement, de voir un personnage comme ça qu'on a imaginé quand on était gamin, en fait, Nino, prendre vie à la fois à travers le projet qu'on vient de vous présenter, qui est juste un exemple, je dirais, de ce renouveau des super-héros français, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que Batman ou Spider-Man dans la vie, il y a aussi des choses et des auteurs français qui tentent de faire des choses qui sont un petit peu différentes, avec une sensibilité qui est un peu différente. Et puis quand vous voyez ce genre de choses et que déjà des collaborations de la qualité de celle qu'on peut avoir avec Christophe Prévy, c'est simplement un vrai bonheur. Et puis quand on passe ensuite de la 2D à la 3D et que voilà, on nous sort un truc comme ça, honnêtement on reste sans voix, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir, et puis ça donne surtout envie de continuer, quoi, tout simplement. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur le Garde, revenez l'année prochaine parce qu'on sera encore là de toute façon. Ça c'est que le début, voilà, c'est que le début parce que c'est un proto. Maintenant on va rentrer dans une logique qu'on est en train de mettre en place avec Marc de production, de voir de quelle manière on peut proposer cette magnifique pièce à cette échelle-là ou à une autre, on ne sait pas encore, on est en train de réfléchir à ce que l'on peut faire derrière, mais voilà, ça fait partie du développement du Garde. Alors je suis en train de me mordre la langue parce qu'il y a aussi des choses dont j'aimerais pouvoir vous parler, mais moi je suis pas du genre à vouloir parler des choses quand elles ne sont pas encore signées. Les Lustiques sont un peu au courant, donc voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année j'aurai des choses à annoncer sur ce que devient le Garde aussi, et ça ça va être un énorme kiff, quoi. Voilà. Donc ça passe par ça, par la 3D. Merci à vous de vous intéresser effectivement au travail qu'on peut faire ici. Ça c'est déjà une première récompense extraordinaire. Et ce qu'on peut juste dire, c'est qu'au bout de 10 ans, bah, ça fait que commencer, quoi, en fait. Et c'est ça qui est absolument passionnant, parce que on va pouvoir... c'est marrant, on parle de 10 ans, et en ce moment, dans le cadre de mon boulot, je suis en train de fêter le 30e anniversaire de Spawn avec cette magnifique illustration. Donc ça, c'est super bien à faire, parce que bosser avec Todd McFarlane, c'est pareil, c'est du vrai bonheur, du vrai plaisir. Et puis quand à côté, on comprend la démarche qu'il a menée il y a 30 ans en tant que créateur qui voulait avoir son propre personnage, développer un univers autour, faire des statuettes, et de l'autre côté, vous avez des gens comme Phil Gore aussi, que je me dois de citer, qui a beaucoup travaillé sur la version 3D, et Marc, et qu'on arrive aussi à faire ça. Alors je ne me prends pas du tout pour Todd McFarlane, hein, c'est pas ça le but, mais on se dit voilà, il y a une démarche qui consiste à faire vivre un personnage, faire vivre un univers, à le développer. Et ben voilà, c'est un vrai plaisir de partager avec vous, de vous faire découvrir ce travail extraordinaire. Si vous voulez vous approcher en plus par la suite pour le regarder, prendre des photos, allez-y. On dévoile pas plus de choses sur ce qu'on fera plus tard parce qu'on est encore à l'étape de la réflexion. Mais voilà, on vient de, sans jeu de mots, monter les premières marches du projet et on va continuer derrière et voilà, quoi. Et je voudrais finir avant vos questions si vous en avez. Ça va, on est bien dans le temps. Oui, hein. non, mais tu peux durer les 10 minutes que je t'ai enlevées, tu peux les reprendre. Ah bah voilà, attends, tu m'as fait speeder et tout là. Je sais, mais je l'ai appris il y a 10 minutes. Hein. Non, d'accord. Après, on va revenir aussi sur le travail de Christophe, dans ce cas-là, ça va être parfait. Et je voudrais juste finir cette rencontre aussi en adressant d'une part un énorme merci à Christophe qui me fait confiance depuis une dizaine d'années pour développer ce projet, parce que c'est avec toi qu'on a le plus travaillé encore sur ce Garde. Voilà. C'est moi qui te remercie de me faire confiance surtout. Oh super, on s'autocongratule, c'est génial. Mais aussi Xavier Fournier, et c'est l'occasion pour moi de présenter les ouvrages qu'il a réalisés qui s'intéressent justement au phénomène des super-héros français. Et je vous remercie sincèrement d'être aussi nombreux pour écouter ça, parce qu'on est complètement en marge aujourd'hui de ce qui peut se passer sur une convention dédiée à la science-fiction et à Star Wars en particulier. Mais c'est vachement bien qu'on ait accès à du temps de parole pour présenter des pans entiers de la pop culture, justement, qui sont autres, et puis pour essayer de faire rayonner un peu des projets de cet ordre-là. Et donc pour information, voilà, vous les avez ici, c'est les couvertures des deux ouvrages qu'a écrit Xavier, qui a mené un vrai travail journalistique, un vrai travail d'investigation, et toutes les informations que vous avez pu voir au début, en fait, sur la manière d'exhumer Loisel, Fulguro, Saint Thomas, même si j'en avais vaguement entendu parler, mais ma source principale d'information, ça a été ça, quoi, parce que lui a fait tout le travail de défrichage autour de ça, et dans ces deux ouvrages que je vous recommande chaudement. Et puis un autre ouvrage que j'ai eu le plaisir de co-réaliser avec Michel Monteillet, un ami dessinateur lyonnais,
qui s'appelle Sup Hero. D'ailleurs, j'ai le t-shirt. Et Super Héros, c'est tout simplement toute l'aventure qui entoure le renouveau des super-héros là, au début des années 80, dans un magazine qui s'appelait Mustang, où ils sont apparus, comme vous les voyez ici à l'image, Photonic, Micros, Ozark, voilà. Et tout ça, vu que c'est une manière de boucler la boucle finalement, parce que le Garde, il est né finalement grâce à Mustang, grâce à Jean-Yves et Siro, qui quelque part comme beaucoup d'auteurs en fait qui aujourd'hui travaillent sur des super-héros, ce sont eux qui nous ont donné l'étincelle en nous faisant comprendre que tiens, en étant français, un petit français dans son coin, on était un jour peut-être capable d'écrire des récits de super-héros ou d'en dessiner, et on leur doit beaucoup. Donc faire ce bouquin, c'était une manière de leur rendre hommage en fait à tous ces créateurs, souvent dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on les connaît moins. Alors c'est le cas, Jean-Yves et Siro, on les connaît parce que maintenant ils ont fait des travaux de bande dessinée dans des albums franco-belges, enfin dans la vraie bande dessinée entre guillemets. Il faut savoir qu'il y a énormément d'auteurs qui auparavant travaillaient sur des récits de super-héros ou autres, mais qui étaient uniquement publiés dans la presse, dans des petits formats, souvent dans des récits qui n'étaient pas forcément crédités. On ne savait pas qui scénarisait, qui dessinait, et pourtant c'est à eux qu'on doit effectivement tout ce passé là, qu'on a couvert très rapidement aujourd'hui, et qui permet de répondre à la question qu'on avait à l'origine. À savoir, est-ce que les super-héros existent? Bah oui, ils existent, la preuve, ils sont plus vivants que jamais à travers des projets, notamment celui-ci, puis tous ceux des copains que j'ai pu citer ou évoquer, et ça c'est vraiment, vraiment super. Donc il ne me reste plus, je dirais, avant de boucler pour l'instant, puis après de passer plus, puisqu'on a un peu de temps justement à présenter les travaux de Christophe, au-delà de ce qu'il fait sur le Garde. D'une part à remercier les organisateurs de nous donner ce temps de parole, merci beaucoup. C'est une super convention, on est vraiment ravis de se retrouver sans masque. Merci pour votre attention à vous, pour votre confiance, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour qu'on vous dévoile d'autres projets autour du Garde notamment. Ça serait pas mal. Merci à vous. Alors mon Cliffy. Oui, mon Titi. Alors, le Garde, c'est bien, et vous pouvez découvrir les travaux que fait Christophe sur le Garde, à l'espace Camino, où on est installé. Mais Christophe, il ne fait pas que ça, du tout. Il a aussi sa propre série, c'est un auteur complet, il n'a pas besoin d'attendre qu'on lui écrive des scénarios, hein. Il les écrit lui-même, il les dessine, il les met en forme. Tu peux nous parler de ton autre projet, les principaux? Ouais, donc moi je travaille sur une BD humoristique qui s'appelle Semaine entre potes. Donc c'est mon histoire vraie avec des amis quand on fait des jeux de rôle, plein de bêtises. Je me suis laissé dire que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de chance au jeu de rôle. Oui, sur les dés, ouais, effectivement. Je suis capable de faire 5-1 de suite avec un dé à 20 faces. Donc si vous aimez calculer les probabilités... C'est un vrai super pouvoir. Hein, il y en a d'autres aussi. Donc ce qui est rigolo, c'est que dans les jeux de rôle, tout découle des lancers de dés. Donc si vous avez une réussite, vous faites une action splendide. Si vous vous plantez, catastrophe. Donc vous imaginez bien qu'avec la loose, forcément l'histoire en prend un coup. Et c'est tout ce que je raconte dans cette histoire-là, les effets de dés sur l'histoire. Tu peux rappeler le titre de la série? Semaine entre potes. Ouais. CEP pour les adeptes. Et puis voilà, c'est aussi, je raconte un peu l'histoire d'amitié avec les copains, puisque quand on se réunit, c'est pendant une semaine, donc là on oublie tout ce qui se passe dans le monde. Et puis beaucoup de Je peux croire que ça sent le fennec, hein. Ouais, non, ça t'étais pas obligé de le dire. L'avantage de la BD, c'est qu'il n'y a pas l'odeur encore. À quoi que les BD en odorama, c'est peut-être une prochaine étape. Non, on va oublier, on va rester sur les statuettes plutôt. Non, donc je vous invite aussi à passer pour voir le travail qu'on fait sur le Garde républicain, sur Semaine entre potes. Et puis si vous avez des questions sur nos projets, n'hésitez pas. Voilà, on va ouvrir effectivement pendant quelques minutes, si vous le souhaitez, des questions. N'hésitez pas, allez-y, on peut reparler de super-héros, et pas forcément seulement du Garde, hein, mais n'hésitez pas à vous approcher aussi si vous voulez avoir le travail extraordinaire qui a été fait sur ce petit bébé là, que je suis tout tremblant, je vais le ramener à la maison. Il va falloir que j'explique à ma femme qu'il faut que je trouve de la place dans la maison pour mettre ça va être génial. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, vous voulez échanger sur ce qu'on a dit, sur les bêtises qu'on a pu raconter? N'hésitez pas, c'est le moment. Fantomas, tu peux enlever ton masque, tu vas d'avoir super chaud à force. Bravo en tout cas pour le cosplay, hein, c'est super. Tout va bien? C'est l'heure de la digestion, tout va bien? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir mon t-shirt?
En fait, non, j'en ai fait faire juste quelques-uns comme ça, à titre auto-promotionnel. En fait. Et pour la petite histoire, il y en a aussi un autre que j'ai pas porté là pendant ce festival, et qui regroupe en fait les aventures d'un groupe de musique qui a vraiment existé dans les années 60-70, qui s'appelait Roy Shanti et the Tipplers, pour les connaisseurs, et qui regroupait notamment Yves Chantreau, le dessinateur que j'ai évoqué tout à l'heure, et des personnes de l'atelier Lug, voilà. Et Jean-Yves Mitton, avec son nom de scène, c'était Tony Joe. Jean-Yves Mitton, si vous l'avez croisé dans un festival et sur les afters des festivals, c'est un type qui chante dans 4 langues, il me donnait une guitare et il vous embête jusqu'à 5h du matin. Il est absolument incroyable, en plus d'être talentueux raconteur. Et donc on a créé un t-shirt juste pour toute l'équipe, où on trouve André Amouric, on trouve Yves Chantreau, on trouve tous ces gens-là, Jean-Yves, Siro, Philippe Cordier, Michel Montellier, et on a notre propre t-shirt sur les aventures de cette truc-là. Donc je vais quand même répondre à cette question, non, t'auras pas mon t-shirt. On va faire une série pour... Ouais, bon, on va réfléchir à la possibilité de faire un t-shirt dans le cadre de la vente de la statuette, dans ce qu'elle sera après, pourquoi pas, ouais, on verra, ouais, pourquoi pas. Des questions, des remarques? N'hésitez pas, allez-y, hein, tirez sur les pianistes, il n'y a pas de souci, on est là. Bon, ben, s'il n'y a pas de remarques, je vais me permettre à nouveau de vous remercier, Philippe Marceur qui est là-bas derrière, remercier Marc, remercier Figor, et bien sûr remercier Christophe, et puis avant tout vous remercier vous. Merci à vous pour votre attention, et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Merci à tous.